Bonjour, on avait fini par l'oublier dans les gros titres de l'actualité. La question palestinienne revient sur le devant de la scène. Et de quelle manière ? Depuis les attentats du 7 octobre en Israël, le Hamas est engagé dans une lutte à mort avec l'État hébreu. Tzahal, l'armée israélienne, a entrepris d'éradiquer, ce sont ses mots, l'organisation islamiste palestinienne. Mais l'offensive aérienne devenue terrestre a-t-elle des chances d'aboutir ? Et au prix de combien de vies humaines ? Le Monde dans tous ses états revient chaque semaine sur France 24. Et avec vous aujourd'hui Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bonjour. Alors on va essayer de comprendre en images ce qui se passe à Gaza, même si ce territoire est rendu inaccessible aux étrangers et donc aux journalistes depuis le 7 octobre. La correspondante de France 24, Claire Duhamel, a tout de même pu s'y rendre au sein d'un bataillon de l'armée israélienne. Seule condition, les images que vous allez voir ont été soumises à la censure militaire. Les drapeaux de l'État hébreu flottent sur les ruines de Gaza. Dans ce village du nord-est de l'enclave palestinienne, les soldats israéliens investissent chaque maison. Ils disent avoir détruit des tunnels du Hamas à proximité et contrôlé la zone. Il dit « Ne prenez pas de photos de moi car ma femme ne sait pas que je suis là. Elle serait si inquiète si elle savait que j'étais là, donc ne prenez pas de photos de moi. » Dans la ville de Gaza City, non loin, les frappes israéliennes et les combats continuent. Les civils fuient ces bombardements massifs. Des milliers de personnes, dont de nombreux enfants, ont été tués depuis 5 semaines. Pour se rendre aujourd'hui dans la bande de Gaza, comme journaliste étranger, il n'y a qu'un seul accès autorisé, embarqué avec l'armée israélienne. Nous sommes exposés à tout type de danger lorsqu'on est ici, comme les tirs de mortier ou de drones. Vous voyez au-dessus de ma tête, sur le tank, au-dessus de nous, il y a comme un toit. Ce toit est fait pour protéger les soldats à l'intérieur des drones lance-grenades. Depuis ce char blindé, impossible de voir le paysage dévasté de l'enclave palestinienne. Mais à notre arrivée dans la banlieue de Gaza City, sous la poussière des blindés, une scène apocalyptique. Des milliers de civils fuient vers le sud. Certains sont assis sur des calèches de fortune, d'autres brandissent des drapeaux blancs. Sous les yeux de ce jeune tireur d'élite, il est en alerte face au risque d'embuscade de combattants du Hamas qui pourraient s'infiltrer dans la foule. So you call that a humanitarian corridor, but some people abroad would call that forced displacement. Oui, vous pouvez appeler cela un déplacement forcé, mais on ne les a pas envahis le 7 octobre. Ils nous ont envahis. On fait du mieux qu'on peut pour les aider tout en assurant nos objectifs, ramener les nôtres à la maison en sécurité. Donc on parle toujours de réponse proportionnée. Il n'y a pas de réponse proportionnée dans la guerre. L'armée craint que certains des 240 otages ne soient cachés dans la foule. Alors régulièrement, elle crie des messages en hébreu, au mégaphone. Il nous est interdit d'avancer devant ces soldats israéliens jusqu'aux civils. Alors la seule façon d'obtenir des témoignages de la population est de faire appel à des journalistes basés à Gaza. L'un d'eux nous a envoyé ces images, tournées la veille. On y voit au loin des frappes israéliennes. Pour ces civils épuisés, cet exode rappelle celui de la Nakba, la catastrophe en arabe, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres à la création de l'État d'Israël en 1948. Où trouver un abri? Il y a des milliers de sans-abri, des enfants, des femmes et des personnes de tout âge. Certains ont péri dans la rue, d'autres gisent sur le sol sans défense. Vers qui se tourner à part Allah? De retour en Israël, nous devons soumettre nos images à la censure militaire. C'était la condition de ce tournage. L'armée exige d'approuver toutes les images diffusées, pour s'assurer, dit-elle, qu'elles ne mettent pas en danger ses soldats. Mais aucun des propos de ce reportage, aucune de nos questions et des réponses des soldats n'ont été contrôlées. Agnès Levallois, il est fait allusion dans ce reportage à la Nakba, la catastrophe en arabe, lorsque plus de 700 000 Palestiniens avaient été expulsés de leurs terres à la création de l'État d'Israël. C'est une nouvelle Nakba à laquelle on assiste aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, c'est la grande crainte de la population de Gaza, puisqu'on voit bien que l'armée israélienne le demande aux Gazaouis du Nord de quitter, d'aller vers le Sud, et avec la crainte que les opérations israéliennes qui risquent après de se déplacer vers le Sud lorsqu'ils auront le sentiment que les opérations ont été terminées dans le Nord de la bande de Gaza. Et donc, du coup, les Gazaouis qui sont maintenant réfugiés dans le Sud de ce territoire soient obligés de partir. Donc, c'est vrai que ce spectre de la Nakba est très fort aujourd'hui chez
les Palestiniens, puisque l'on voit bien que 70% de la population de Gaza est descendant de ces réfugiés de 48. Donc cette idée, ce spectre d'un nouveau départ est vraiment très très présent. Et avec toute la stratégie qui est mise en place aujourd'hui par l'armée israélienne pour lutter contre le Hamas, fait craindre effectivement cette nouvelle catastrophe. On ne les a pas envahis le 7 octobre. Ils nous ont envahis. On fait du mieux qu'on peut pour ramener les nôtres à la maison, dit un soldat israélien dans ce reportage. Les otages enlevés par le Hamas ne justifient pas qu'Israël intervienne pour les récupérer ? Alors qu'Israël mène des opérations pour tenter de ramener les otages, bien sûr, mais on voit bien que si c'est simplement l'opération militaire qui conduit à cela, il y a quand même peu de chances de pouvoir ramener les otages. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la médiation qui est menée par plusieurs acteurs, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Qatar, ont plus de chances de ramener sains et saufs ces otages en raison de ces bombardements. Et on imagine que le Hamas, effectivement, va aussi utiliser ces otages. Donc l'opération qui ne permet pas, à mon avis, en tous les cas, de justifier cela et de permettre surtout le retour sain et sauf de tous ces otages. Alors, pour mieux comprendre les mouvements de l'armée israélienne dans Gaza, la partie qu'elle occupe aujourd'hui et les déplacements de population qu'elle occasionne, faisons le point avec vous à l'aide d'une carte, Antoine Fenot. Oui, absolument, Raphaël. Vous l'avez dit, cette opération donc de l'armée israélienne dans Gaza qui a débuté quasiment le jour même des attaques, même le 9 octobre, donc 2 jours après l'attaque. Tsahal met en place donc une forme de blocus total autour de la bande de Gaza que l'on voit ici. Eau, électricité, carburant sont coupés directement dans l'enclave. C'est le début donc des raids aériens. En 6 jours, Israël lâchera 6000 tonnes de bombes rien que sur Gaza. Et le 13 octobre, donc, c'est le sujet de cette carte que je vous montre ici à l'instant, l'armée israélienne ordonne donc à plus d'1 million de Gazaouis du nord de l'enclave de quitter et donc de prendre la direction du sud de Gaza, vous le voyez juste ici, avec une limite qui se trouve là, qu'on a matérialisée sur cette carte aux environs de Wadi Gaza. Le but, c'est donc de permettre une offensive terrestre progressive dans la bande de Gaza. Et pour ce faire, Tsahal va s'appuyer notamment sur un corridor, une route que vous voyez juste ici sur cette carte qu'on a matérialisée, c'est la route Salah Adin. C'est là, à partir d'ici, que l'armée israélienne va entreprendre petit à petit ses opérations terrestres, tout d'abord limitées. Ce sera la deuxième phase de cette opération de l'armée israélienne dans Gaza, autour de 3 axes, et ça va débuter le 17 octobre. Je vais vous montrer une carte de la situation réalisée par le site Warmapper, qui est excellent sur ce sujet. Vous voyez juste ici cette carte satellite, et donc ces incursions à partir du 31 octobre autour de 3 axes, les deux ici au nord que vous voyez là, et ici avec donc cette limite de Wadi Gaza que l'on trouve juste ici. C'est donc le début, je vous le disais, de cette deuxième phase de l'opération israélienne. Troisième phase qui débutera cette fois-ci au tout début du mois de novembre. Vous allez le voir juste là, avec donc ces opérations cette fois-ci massives terrestres, toujours autour de ces 3 axes de pénétration que l'on voit juste ici sur la bande de Gaza, les 2 axes au nord juste ici, ainsi que cet axe au sud. Le but, vous l'avez vu, c'est de prendre en tenaille d'une certaine manière cette partie nord de l'enclave palestinienne, avec, vous allez le voir ici, des combats aux alentours du 11 novembre que j'ai matérialisé ici pour vous grâce à cette carte autour des hôpitaux. On l'évoque récemment, ces opérations autour des hôpitaux, notamment l'hôpital Al-Shifa que vous voyez juste ici, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu des combats rapportés autour de l'hôpital indonésien, mais aussi autour de l'hôpital Rantisi. Voilà donc une dernière carte que je pouvais vous montrer sur l'état actuel de la progression israélienne dans Gaza, progression qui date donc d'il y a à peine quelques heures, toujours avec ces 3 axes de pénétration et cette mâchoire qui se resserre autour du nord de Gaza. Ouais, alors justement, comment les enjeux de cette offensive sont perçus par l'opinion publique israélienne, encore très marquée, on l'imagine, par les attentats du 7 octobre. Julie Dungelov, vous qui êtes sur place pour France 24. La majorité des Israéliens soutiennent cette campagne militaire menée contre le Hamas et son partenaire, le djihad islamique, dans la bande de Gaza. Le choc et la colère provoqués par les attaques du 7 octobre habitent toute la société israélienne. Nous avons parcouru le pays du nord au sud et ici, tout le monde connaît une famille endeuillée ou encore une famille dont l'un des leurs est pris en otage par le Hamas. Je vous rappelle que ces attaques ont fait quelques 1200 morts et près de 240 otages dont les visages sont affichés partout dans le pays.
La violence de ces attaques et le fait qu'elles ont pris par surprise les services de renseignement israéliens et l'armée israélienne que beaucoup ici pensaient invincible ont fait naître un sentiment de crainte existentielle pour l'État d'Israël. Et lorsque nous questionnons la population sur l'ampleur des destructions à Gaza ou sur le nombre de morts, ils nous disent que bien sûr c'est regrettable, mais que tout cela n'est que la conséquence des actions du Hamas. Il existe également une grande pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, que beaucoup accusent d'être responsable des failles sécuritaires. Mais pour l'instant, l'heure est à l'urgence et à l'action. Les conséquences politiques viendront après. Et le sort des 240 otages aux mains du Hamas pourrait sceller l'avenir politique de Benjamin Netanyahou. Agnès Levallois, on a dit l'armée israélienne cherche à couper Gaza en deux. C'est le nord et plus particulièrement la ville de Gaza qui constitue le but ultime d'Israël, ou bien l'armée israélienne pourrait aussi chercher à aller affronter les membres du Hamas au sud? Moi, je pense que dans un deuxième temps, l'armée israélienne essaiera d'atteindre encore des responsables du Hamas s'ils ne sont pas tous pris dans le nord. Et pour l'instant, on voit quand même que les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs qui avaient été affichés. Donc il y a un risque que dans un deuxième temps, je dis risque pour la population de Gaza, que les attaques se touchent la partie sud. Et là, va poser la question aussi de toute cette population du nord qui est partie vers le sud. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement dans l'autre sens, mais avec des infrastructures qui ont été complètement détruites depuis ces semaines de combat. Israël entend détruire les capacités militaires du Hamas via ces tunnels notamment. C'est réaliste quand on voit la vitesse à laquelle ils se sont reconstitués depuis les précédents affrontements. On pense notamment à l'opération Bordure Protectrice en 2014, date de la dernière offensive terrestre d'Israël à Gaza. Alors là, on voit que des moyens bien plus considérables ont été mis en œuvre par l'armée israélienne pour essayer justement de casser toutes ces infrastructures militaires. Donc on peut imaginer que les résultats seront plus importants qu'en 2014. Mais je ne suis pas sûre que l'armée israélienne soit en mesure vraiment de tout détruire. Et peut-être plus grave encore, même si beaucoup de combattants du Hamas sont tués dans cette opération, eh bien, on ne pourra jamais complètement faire partir une idéologie et détruire une idéologie. Et avec tous ces jeunes de Gaza qui aujourd'hui assistent à ces bombardements intenses et cette guerre dans cette bande de Gaza, et qui fait craindre qu'avec tous ces bombardements, on arrive finalement aussi à recréer une génération de jeunes Palestiniens qui voudront après se venger. Donc on est dans un cycle, me semble-t-il, infernal. Il y a un moment, il faudrait essayer d'arrêter cette vengeance qu'on peut tout à fait comprendre en raison de l'importance de l'attaque du 7 octobre qui a été un traumatisme. Mais il y a un moment où les responsables politiques et militaires doivent sortir de cela pour proposer quelque chose de tenable, pour assurer la sécurité des Israéliens et assurer la sécurité des Palestiniens. Il n'y aura pas de sécurité, me semble-t-il, d'Israël si on n'arrive pas à sortir de cet engrenage qui est uniquement un engrenage de la violence aujourd'hui. Merci Agnès Levallois. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24. Suite du monde dans tous ces États, la guerre à Gaza, on continue d'en parler avec vous, Agnès Levallois. Ce qui surprend depuis un mois, c'est l'ampleur des manifestations de soutien aux Palestiniens, dans les pays anglo-saxons notamment. On a vu à Londres une manifestation monstre le jour même du 11 novembre, condamnée par la ministre de l'Intérieur, qui a même dû quitter le gouvernement britannique depuis. On revoit les images avec Marc Pope. Une marche à travers la capitale britannique en direction de l'ambassade américaine et un nouvel appel au cessez-le-feu à Gaza. Plus de 300 000 personnes, un record pour l'une des manifestations hebdomadaires organisées à Londres depuis le début de la guerre. Je pense que c'est vraiment important qu'autant de gens soient venus aujourd'hui pour montrer que nous ne renonçons pas et qu'il doit y avoir un cessez-le-feu. Le monde voit ce qu'il se passe. Les images qui sortent de Gaza ne cachent rien. La police a autorisé la manifestation malgré les appels de certains ministres à l'interdire, au prétexte qu'elle était organisée le même jour que la célébration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. La ministre de l'Intérieur a même qualifié les manifestants de marcheurs de la haine. Cette manifestation vise à demander l'arrêt des combats, du bain de sang et de l'apartheid. Donc il est très ironique d'appeler cela une marche de la haine. Je ne peux pas cautionner cela. Et pour être honnête, ça me donne envie de manifester encore plus.
Ce débat autour de l'autorisation ou non de la marche semble avoir galvanisé certains membres de l'extrême droite qui ont affronté la police à l'occasion d'une contre-manifestation. Des dizaines d'interpellations ont eu lieu. Des milliers de manifestants pro-palestiniens également à Bruxelles et Paris, dont certains députés de gauche. Je prends comme un point acquis le fait qu'Emmanuel Macron, en tout cas comme un bon point, le fait qu'Emmanuel Macron, depuis 2 jours, soit sur le cessez-le-feu. J'espère maintenant qu'il va le concrétiser en termes vis-à-vis de l'ONU, du Conseil de sécurité, vis-à-vis de pays partenaires de la France. Des manifestations similaires avaient lieu le même jour dans plusieurs villes de province, comme Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Rennes ou encore Nice. Et manifestations aussi depuis contre l'antisémitisme à Paris ou Washington. Tout de même, Agnès Levallois, vous n'avez pas été surprise par l'ampleur du soutien qui s'est exprimé dans la rue aux Gazaouis, venant du Royaume-Uni, des États-Unis, même un changement s'opère, y compris avec la présence et l'apparition de certains manifestants pro-Gaza de confession juive. Oui, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, plus cette guerre dure, plus les images qui sortent de la bande de Gaza frappent les opinions publiques à travers le monde et suscitent maintenant un mouvement effectivement de solidarité, en tous les cas voulant montrer une solidarité avec les populations civiles qui sont touchées à Gaza, ce qui n'enlève rien à l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre et de la volonté aussi des manifestants de bien ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre, mais de montrer que la proportionnalité, pour reprendre ce terme de l'armée israélienne, qui considère que, eh bien, il faut détruire ces infrastructures du Hamas, mais le prix à payer en termes de vie civile est tel que c'est cela qui suscite véritablement une réprobation au sein des opinions publiques. Et on voit bien aussi le décalage entre les opinions publiques et, dans certains cas, des gouvernements qui sont inquiets face à cette mobilisation. Il y a un risque que ce conflit alimente des affrontements ici même en France ou en Europe ? Alors pour l'instant, c'est relativement contenu, me semble-t-il, même si on avait quand même beaucoup de craintes et d'inquiétudes par rapport à ce qu'on appelle de façon un peu rapide l'importation du conflit du Proche-Orient en Europe et en France en particulier. Et je crois que la meilleure réponse était celle qui a permis d'autoriser ces manifestations pour exprimer ce soutien à la population palestinienne, pour éviter justement de créer des affrontements qu'on avait pu craindre tout au début lorsque les premières manifestations, en particulier en France, étaient interdites. Donc je crois que la seule façon d'essayer de limiter et que la politique française soit cette politique équilibrée, parce qu'au début on a senti de la part du président de la République un comportement qui était apparu en tous les cas ou qui a été analysé par certains comme étant trop proche d'Israël, de montrer qu'il y a cette volonté d'un équilibre en exigeant un cessez-le-feu pour permettre justement d'apporter quelques réponses à la population. Plus exposé encore au risque de contagion de la violence, le Liban est en première ligne avec la présence du Hezbollah chiite libanais, soutien de la cause palestinienne et adversaire déclaré d'Israël. Le risque d'escalade avec l'État hébreu est réel, Serge Berberi. Le risque de dérapage est bien réel. Depuis le 7 octobre, les combats ont gagné en intensité avec d'une part des tirs quotidiens de missiles portant la signature du Hezbollah, mais aussi de groupes alliés comme les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas au Liban, et d'autre part Tsahal qui multiplie ses frappes en territoire libanais visant des positions du Parti de Dieu. La moindre erreur de calcul des deux côtés de la frontière pourrait provoquer un engrenage aux conséquences dévastatrices pour le Liban qui est déjà durement éprouvé par une multitude de crises. En dépit des menaces de fortes représailles lancées par les deux camps, les échanges de tirs transfrontaliers demeurent ciblés et répondent à l'équation de frappe équivalente. Faut-il comprendre que le Hezbollah et Israël ne souhaitent pas la guerre ? Eh bien, à ce stade, c'est ce qu'estiment les observateurs. Toutefois, cela ne signifie pas que le risque d'escalade est à écarter. Plus la question de la survie du Hamas à Gaza se posera, plus les menaces d'un embrasement du sud du Liban seront importantes. Agnès Levallois, vous imaginez le Hezbollah ou qui sait demain l'Iran s'engager dans une guerre contre Israël ? Alors, je ne crois pas du tout que ce soit l'objectif du Hezbollah et encore moins de l'Iran, puisque la présence militaire américaine, quand même au large des côtes libanaises et israéliennes, fait réfléchir évidemment les Iraniens et le Hezbollah. Donc, je crois qu'il n'y a pas de volonté de leur part. Il y a effectivement cette volonté d'une espèce d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des affrontements. Il y a eu quand même déjà des dizaines de morts côté libanais, mais aussi côté israélien. Donc, il y a un risque de dérapage plus qu'une volonté affirmée de la part, en tous les cas, du Hezbollah et des
Iraniens de rentrer en confrontation avec Israël, sachant que la confrontation risque d'être catastrophique pour les Libanais dans un pays qui est déjà extrêmement fragilisé, et un Hezbollah qui aujourd'hui est au centre du jeu politique, et en rentrant dans une confrontation avec Israël et les conséquences que l'aura, risque de lui faire perdre cette position centrale aujourd'hui sur la scène politique du pays. Il s'agit là, en tout cas, du 5e conflit armé entre Israël et le Hamas à Gaza, le 11e avec les Palestiniens pour l'État hébreu depuis sa création il y a 3/4 de siècle, Antoine Fenot. Oui, absolument, Raphaël. Vaste tâche que vous m'avez confiée de résumer en quelques minutes le conflit israélo-palestinien. Je vais donc essayer de m'y appliquer. De 1920 à 1948, la Palestine, comme on l'appelait à l'époque, est sous mandat britannique. C'est la Palestine mandataire avec déjà un but, on l'oublie souvent, fixé à l'époque par la SDN, l'ancêtre de l'ONU, favoriser l'implantation d'un foyer juif en Palestine. On en vient donc à cette résolution 181, votée en novembre 1947 par l'ONU. Elle prévoit donc la partition de la Palestine en 3 États, un État juif, un État arabe et une forme de zone internationale ancrée autour de Jérusalem. Mais ce plan-là, eh bien, il ne sera jamais appliqué. Voici donc le projet de carte prévu pour la partition. Ça, ce sont des documents de l'ONU que j'ai retrouvés pour vous. Il ne sera jamais appliqué et pour cause, car le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. S'ensuit une guerre entre Israël et ses voisins avec une victoire écrasante de l'État hébreu qui obtient à cette occasion bien plus de territoire que prévu. Voici donc ce qui est la situation en 1949 d'Israël et donc de la Palestine, avec donc, ici vous le voyez, la Cisjordanie. Vous voyez ces zones qui sont autour d'une autre couleur. Eh bien, c'était les zones prévues initialement pour les Palestiniens sur place, zone que donc Israël va donc récupérer. C'est la Nakba pour les Palestiniens, la catastrophe donc en arabe, avec l'exil de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Vous voyez ici cette photo d'époque que j'ai pu récupérer pour vous. Autre date majeure donc, 5 novembre 1967, saut en avant, vous l'avez compris, c'est le début cette fois-ci de la guerre des 6 jours à cause d'un blocus de ses navires en mer Rouge. Eh bien, Israël attaque l'Égypte, victoire israélienne écrasante qui non seulement, vous le voyez ici sur cette carte toujours de l'ONU de 1967, eh bien, va s'octroyer le contrôle de la péninsule du Sinaï, mais également de la Cisjordanie juste ici et également du plateau du Golan, cette fois-ci en Syrie. Là encore, déplacement d'un demi-million de Palestiniens. Notez qu'une résolution de l'ONU condamne déjà ces avancées territoriales d'Israël. Autre saut en avant, cette fois-ci 1973, avec cette fois-ci la guerre de Kippour. Israël qui est attaqué à cette époque par ses voisins, le jour donc de cette fête juive, avec une avancée égyptienne, vous le voyez, dans le désert du Sinaï, qui va s'emparer donc dans un premier temps qui va s'emparer du canal de Suez avant une contre-attaque israélienne. Et on arrive donc à cette situation à la fin en 1979. Ça, c'est une carte de 1979, car il y a eu les accords de Camp David, car il y a eu une paix signée entre Israël et l'Égypte. Vous voyez juste ici avec donc une paix signée entre les deux relations. Égypte qui récupère donc le Sinaï notamment, et donc cette situation avec le Golan toujours occupé juste à présent. Un dernier point pour vous montrer la situation actuelle. Elle est de 2019, cette carte, elle date toujours de l'ONU, après donc les fameux accords d'Oslo qui eux sont de 1993, et donc l'accord de répartition des territoires avec donc ces 3 zones, les zones A, les zones B et les zones C, une sous contrôle israélien, une sous contrôle palestinien, une zone sous contrôle mixte. Et voici donc ce que l'on pouvait dire de cette situation territoriale qui a, malgré quelques évolutions, assez peu bougé, il faut bien le dire, Raphaël. Oui, Antoine, on voit depuis, les positions sont gelées, sauf que c'est la Cisjordanie qui est désormais grignotée. On craint un départ de feu aujourd'hui en Cisjordanie, Agnès Levallois. Oui, il y a une violence extrême qui se déroule actuellement en Cisjordanie. Les regards étant tournés vers la bande de Gaza, les colons qui sont aujourd'hui soutenus au gouvernement, puisqu'ils ont plusieurs représentants parmi les ministres, se sentent les mains libres pour attaquer les Palestiniens, avec l'idée pour ces colons et l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui de faire partir les Palestiniens de Cisjordanie, estimant que cette terre leur appartient. Et donc l'objectif de ces forces politiques, c'est évidemment de provoquer un départ par la terreur, en faisant peur aux Palestiniens, en les tuant, en les attaquant régulièrement, en prenant leurs terres, en leur empêchant de vivre de leurs terres, de les inciter, de
les pousser à partir avec l'idée pour cette extrême droite en Israël qu'il y a déjà un État palestinien qui existe, c'est la Jordanie, et donc estimant qu'il est tout à fait normal qu'ils partent et qu'eux puissent à ce moment-là reprendre le contrôle de ce territoire. Benjamin Netanyahou a été très critiqué pour ce que beaucoup d'Israéliens considèrent comme des failles sécuritaires qui ont mené aux attentats du 7 octobre. Va-t-il se maintenir à l'issue de la séquence que nous vivons aujourd'hui et ce gouvernement d'union nationale qu'il a constitué pour justement mener cette guerre à Gaza ? Ça paraît très difficile parce qu'effectivement, il est extrêmement attaqué et le comportement aujourd'hui, justement, des colons avec ses représentants au gouvernement qui déstabilisent encore plus la Cisjordanie alors que l'opération importante est menée contre la bande de Gaza, évidemment, fait craindre cet embrasement de la Cisjordanie avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, cette stratégie de Netanyahou qui essaye en permanence de garder, de maintenir cette alliance, on voit bien qu'elle est fragile, qu'il y a beaucoup de critiques. Le représentant de l'opposition, Lapid, a demandé la démission immédiate de Netanyahou. Évidemment, en temps de guerre, ça paraît difficile, mais on voit bien aussi que les familles des otages critiquent beaucoup la stratégie qui est menée par Netanyahou, estimant que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour permettre leur libération. Donc, il me semble véritablement quand même que ces jours sont comptés dans un deuxième temps, lorsque la guerre à Gaza sera terminée. Merci Agnès Levallois d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine sur France 24 et d'ici là sur notre site internet france24.com pour le monde dans tous ses états. Très bonne semaine à vous.